Nous sommes avec Eric Arnoux, qui est le responsable développement de la téléassistance chez IMA, Inter Mutuelle Assistance. Bonjour Eric. Bonjour Frédéric, merci de cette invitation. Alors je suis très content de te recevoir parce que tu es quelqu'un qui est un des pionniers dans la téléassistance en France notamment. Donc on va capitaliser sur ta connaissance, savoir peut-être ce qui a évolué et puis voir un petit peu ta vision de l'avenir de la téléassistance. Déjà, est-ce que tu peux peut-être te présenter et puis présenter IMA? Donc Intermutuelle Assistance, c'est un assisteur dont les principaux actionnaires, donc GIE, dont les principaux actionnaires sont Matmut, Massif, Maïf. Donc nous sommes dans l'économie sociale et ce qui fait que c'est un assisteur qui est très attentif donc à tous les sujets et tous les services qui vont pouvoir répondre à l'ensemble des sociétaires, donc des mutuelles, mais aussi de trouver donc toutes les solutions qui pourront aussi répondre à des partenaires dans le cadre donc, de développement de services qu'Intermutuelle Assistance propose donc au niveau national, donc évidemment comme je disais à ses actionnaires, mais aussi à des partenaires au niveau national. Il y a un grand nombre de mutuelles qui bénéficient donc des services d'Intermutuelle Assistance, et donc de ce fait, Intermutuelle Assistance est vraiment un assisteur qui est très présent sur le territoire et qui a donné une place importante au développement donc des services qui seront apportés dans les années à venir aux personnes fragilisées, aux personnes âgées bien évidemment, mais je dirais à un public assez large en termes donc, de services qui permettront donc, la vie à domicile, le suivi donc, de tout un tas de données, dont les données médicales bien évidemment, et la téléassistance fait partie des services pour lesquels il y a une attention toute particulière, et donc on m'a demandé de me charger de cela donc, au sein d'Intermutuelle Assistance. Voilà. Comme je disais, en fait, tu es quelqu'un qui connaît très bien la téléassistance, puisque tu étais un des pionniers Alors, le pionnier sur le secteur. tout à fait. Est-ce que tu peux déjà peut-être expliquer ton parcours, qu'on comprenne bien, et Alors, ensuite, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est en 2021, par rapport à tout ce que tu as connu, qu'est-ce qui a le plus changé dans la téléassistance? d'accord. Alors déjà mon parcours, donc oui, j'ai créé le premier plateau de téléassistance au monde, puisque juste avant 1983, il existait la téléalarme, et j'ai rencontré des ingénieurs, des directeurs donc, de maisons de retraite à l'époque, on appelait ça des mouroirs, si je puis dire, et donc je dirais la rencontre que j'ai faite avec tout un tas de personnes qui m'ont permis donc d'identifier les besoins et surtout de pouvoir apporter les solutions grâce aux technologies qui étaient dans les poches de Georges Cormeret, avec qui j'ai passé 25 ans de ma vie. Donc on a pu déployer le premier plateau de téléassistance où donc on est parti donc de rien, et grâce à cela nous avons donc créé le premier transmetteur interphonique qui était télécommandé avec une télécommande que la personne pouvait porter sur elle sans avoir à se rapprocher d'une poire pression comme il existait avant, et de mettre ça sur un plateau donc médicalisé, puisque c'était le SAMU des Hauts-de-Seine. Et donc en 1984, donc on a mis 2 ans de 82 à 84 pour faire les premières expérimentations, et on fait les premiers tests, et en 85, eh bien, le plateau de téléassistance Biotel 92 a été donc mis en place pour toutes les communes du département, les 37 communes du département des Hauts-de-Seine, et donc nous avons pu déployer le premier plateau téléassistance. Et à la suite de cela, il y a eu tout un tas de départements qui ont copié, les Alpes-Maritimes, la Creuse, l'Oise, etc., etc. Il y a eu après des assisteurs qui sont intéressés. Donc, j'ai fait les premiers plateaux sur des plateaux d'assistance. Et après, il y a eu donc des structures privées, des structures associatives, ADMR entre autres à Verdun. Donc, moi, j'ai créé donc, durant toute ma carrière une quarantaine de plateaux, donc pendant les 25 premières années de ma vie, aussi même un plateau au Québec, puisque Charles Pasqua, dont la femme était québécoise, avait parlé de Biotel donc, à ses amis au Québec, et donc on m'a demandé d'aller créer Biotel Québec, ce que j'ai fait aussi. Donc voilà, donc j'ai été vraiment dans cette première partie de ma carrière très sur le terrain, et aussi donc je me suis vraiment aussi passionné au départ, et ça m'a permis durant toute ma carrière de bien comprendre quelles étaient justement les attentes, on en parlera un petit peu plus tard, et les évolutions donc que l'on pouvait apporter en termes de services. J'ai fait des centaines de milliers d'installations durant toute ma carrière, et au tout début, ça m'a permis d'identifier des choses assez particulières que je n'aurais pas imaginées, comme par exemple, je ne veux pas de ça parce que la boîte parle, donc je suis vite rentré au bureau, et en regardant sur le Minitel, j'ai vu que la dame de
de 84 ans en 1983 était né au 19e siècle, avait connu le téléphone à l'âge de 50 ans environ. Et donc, c'est vrai que ces technologies étaient déjà un peu intrusives à l'époque. Et comme ce n'était ni connu, enfin, c'était connu de personne, puisque ni les aidants, comme on peut les connaître aujourd'hui, ni bien évidemment les bénéficiaires, n'avaient connaissance de ces technologies-là. Donc, il y avait quelque chose d'assez intrusif. Donc, on a fait des améliorations en rajoutant des petites musiques au départ quand l'alarme était déclenchée, une petite musique à la fin en disant, voyez, vous avez entendu la musique, eh bien là, on ne vous entend plus. Donc, on avait vraiment fait tout un tas de petites choses qui avaient permis donc de faire évoluer. Et donc, ces évolutions, eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait être sur le terrain. Et c'est pour ça que je continue à installer du matériel encore aujourd'hui, même si ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je pose des questions qui me permettent de voir un petit peu quelles sont les acceptations des technologies. On voit très, très bien maintenant. On avait parlé beaucoup de vidéos, on avait parlé beaucoup d'infrarouge, tout un tas de choses qui peuvent vraiment permettre d'apporter des solutions donc, aux évolutions de besoins de la téléassistance. Mais ces introductions-là, on voit attendre un petit peu que les personnes en prennent conscience, que ce ne soit plus intrusif. On a bien vu avec la télésurveillance que de mettre des capteurs, eh bien, au début, on trouvait ça un peu intrusif. Maintenant, c'est plus du tout intrusif. Au contraire, c'est une solution que tout le monde accepte. Et c'est vrai qu'on aura, je pense, dans les années à venir, ces évolutions donc, de services et de technologies que nous pourrons coupler à la téléassistance pour apporter les meilleures solutions possibles. Là, on parle beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas le sujet, mais des problématiques de levée de doute sur lesquelles la FRATA, dont je suis secrétaire général adjoint, donc l'Association française de téléassistance, pour laquelle la FRATA est très impliquée en ce moment. Et c'est vrai que eh bien, si nous avions aussi la capacité de faire des levées de doute avec des caméras qui sont installées dans les logements des personnes, ça permettrait de faire aussi des évolutions donc, de constats qui seraient tout à fait en phase avec ce qui est attendu par les services d'urgence. Donc voilà, donc tout ça, ça vraiment fait partie donc, de toute ma carrière, donc, depuis 1983, donc bientôt 40 ans au service de la téléassistance. Et ensuite, donc, c'est vrai que je me suis aussi beaucoup intéressé à tous les services associés afin donc justement de permettre d'apporter en plus, donc, je dirais, de la rassurance que la téléassistance peut apporter, mais aussi d'apporter un ensemble de services. Et en 2007, d'ailleurs, quand la téléassistance est entrée dans les services à la personne, eh bien, ça a été fait grâce à une action que j'ai menée auprès du ministère à l'époque, parce qu'en 2006, quand les services à la personne ont été mis en place, la téléassistance avait été considérée comme de l'intermédiation et non pas comme vraiment un service à la personne. Et donc, j'avais passé une journée avec Marie-Pierre Le Breton et avec M. Borloo donc, au SAMU des Hauts-de-Seine, où, à la suite de cette réunion, il avait dit ben non, c'est pas de l'intermédiation, c'est vraiment d'un service à la personne. Et l'année d'après, c'est entré dans les services à la personne. Donc, ça a été aussi des sujets sur lesquels j'ai été très attentif pour que justement ce soit en adéquation avec le marché, les évolutions donc, de services que l'on pouvait apporter. Et la téléassistance, encore à ce jour, même si il y a des réflexions actuellement, on en parle un petit peu après, mais il y a une réflexion justement sur les levées de clauses de la téléassistance au service à la personne qui seraient à étudier bien évidemment avec les services concernés, mais ça a permis vraiment de déployer le service sur bien les 20 ans qui viennent de s'écouler avec donc la croissance qu'il y a eu, puisque nous avons été aussi un pays un petit peu entre guillemets en retard quand la téléassistance a été développée. Il y a des pays qui ont commencé après nous, qui nous ont doublés. Il y a donc bon, enfin tout est-il que on est très très attentif à tout cela pour pouvoir justement répondre à l'évolution du marché, que ce soit en termes de services, en termes de technologie, en termes de réglementation. Donc, il y a vraiment des sujets qui sont très importants. Donc, on y est très attentif, même en termes de législation. Donc, il y a une norme téléassistance. D'ailleurs, on m'a demandé donc de prendre la présidence du comité de certification de téléassistance à l'AFNOR pour justement qu'il y ait aussi une norme que tous les opérateurs de téléassistance qui souhaitent avoir une labellisation digne de ce nom soient aussi en mesure de le faire avec une réglementation qui a été bien travaillée. D'ailleurs, la quasi-totalité des opérateurs de téléassistance ont
travaillé, était autour de table donc auprès de l'AFNOR pour justement valider cette norme et la faire la plus adaptée possible justement aux besoins et nous assurer aussi que le service qui sera proposé aux bénéficiaires de la téléassistance soit à la hauteur des besoins. Donc ça aussi, c'est très, très important. Donc la téléassistance, on n'est pas parti avec n'importe quoi, que ce soit en termes de technologie, en termes de services, en termes d'exploitation donc, des alertes. Eh bien, tout a été fait pour que ce soit vraiment le plus sérieux possible. Et donc, tous ces travaux-là, ça a été aussi des travaux sur lesquels je me suis impliqué, parce que je pense que c'était important, parce que bien évidemment, moi, j'ai tout de suite pris conscience de l'utilité de la téléassistance. Et 40 ans plus tard, je trouve que le boulot, je m'en suis pas trop mal débrouillé, et qu'aujourd'hui, la téléassistance est un service reconnu, est un service qui apporte donc de la sécurisation, que ce soit aussi bien au niveau donc, des personnes qui en bénéficient que des familles qui sont rassurées de savoir que des proches fragilisés peuvent à tout moment, s'ils ont un problème, pouvoir alerter un plateau qui prendra en charge la situation et qui lui donnera la meilleure solution possible. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et je suis très, très attentif et je me suis toujours impliqué et je continuerai à le faire jusqu'à la fin de ma carrière ou fin de ma vie, je dirais. Une question qui me vient, tu as un petit peu abordé des pays qui démarraient après, ils nous ont devancés. Comment est-ce que tu expliques ces différences de pénétration à téléassistance, de taux de pénétration à téléassistance dans les différents pays? Comment ça se fait que la Grande-Bretagne est plus avancée et que d'autres pays sont moins avancés? Alors, il y a deux facteurs. Il y a soit un facteur qui est un facteur historique, donc on va parler un petit peu de la Grande-Bretagne, et après il y a des facteurs qui sont, je dirais, des facteurs de nouvelles situations de pays. Donc déjà, on va parler de la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne a pratiquement aujourd'hui 3 millions d'abonnés donc à la téléassistance, et en fin de compte, il y a eu donc deux raisons qui ont permis… Contre un peu moins de 600 000 en France. Voilà, c'est ça. Et donc, les deux raisons, c'est la première, c'est que donc, moi, je me suis rendu, j'avais visité les plateaux donc, de téléassistance qui sont à Leeds dans les années 85. Donc, déjà, j'avais vu à l'époque quelle était l'ampleur du déploiement donc, en Grande-Bretagne. Donc, il y a deux choses, c'est qu'il y a énormément, donc, il y avait à l'époque, alors ça a changé bien évidemment, mais il y avait énormément de petits plateaux de proximité sur tout le territoire en Grande-Bretagne qui faisaient que tout le monde connaissait la télé alarme à l'époque, hein, c'était encore de la télé alarme, parce qu'il y avait des plateaux qui étaient des plateaux locaux et la nuit, tous les appels partaient sur le plateau de Leeds. Et il y a aussi un phénomène qu'il y a eu très très rapidement le couplage de la téléassistance à la télésurveillance. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le déploiement donc, de la télésurveillance en Grande-Bretagne, un constat qui était qu'il fallait quand même apporter une solution qui est une solution différente à certains profils d'abonnés. Et le fait de prendre en compte cette situation, il y a énormément donc, de foyers qui, dans le parcours de vie, eh bien, sont passés de la télésurveillance à la téléassistance, en rajoutant, donc à l'époque, c'est vrai que c'était des boutons pressoirs, maintenant ce sont des télécommandes, des capteurs, enfin des détecteurs qui permettent donc de répondre aux alarmes avec des déclenchements par des systèmes adaptés et puis évolutifs, pardon. Donc c'est vrai qu'il y a eu donc ce phénomène qui fait que là il y a eu un gros déploiement. Et puis après, il y a moi aussi un pays qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est l'Espagne, puisque quand j'ai commencé ma carrière en Espagne, il n'y avait pas de téléassistance. Et quand il y a eu, je dirais, la libération donc, du pays, eh bien, il y a eu une demande très très importante de téléassistance en Grande-Bretagne. Donc au départ, c'était la Croix-Rouge espagnole. Non, pardon, en Espagne. Donc au début, c'était la Croix-Rouge espagnole. J'avais un peu travaillé avec eux justement pour voir quels étaient les besoins. Donc la Croix-Rouge espagnole qui avait donc travaillé là-dessus. Et en fin de compte, le phénomène était qu'il y a eu donc entre guillemets le départ d'un pays qui était un petit peu sous protectorat, qui était un petit peu étranglé. Et donc, quand Franco est parti, c'est vrai qu'il y a eu une explosion donc, des bassins d'emploi sur tout le pourtour, les pourtours de bord de mer donc, en Espagne, qui font qu'il y a énormément de familles qui ont été obligées de quitter
le foyer pour pouvoir aller travailler. Et à cette époque-là, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de foyers qui avaient besoin d'avoir un dispositif. Et la téléassistance, à l'époque, a vraiment permis donc, de répondre à cette problématique. Et c'est vrai que la Grande-Bretagne a vraiment été l'Espagne, je vais y arriver, oui. L'Espagne a vraiment été très, très attentive à tout cela. Et donc, ça a permis aussi de répondre à cela. Puis après, il y a un pays dont on parle un peu moins parce que la volumétrie n'est pas très, très importante. Mais par contre, si on regarde en termes de pourcentage, c'est la Suède, où là, il y a vraiment une très, très forte, il y a pratiquement 83% donc des personnes de plus de 80 ans qui ont bénéficié de la téléassistance ou qui en bénéficient encore aujourd'hui. Et donc aussi, il y a des pays qui ont été vraiment plus attentifs. Alors, je sais qu'en France, il y a vraiment des réflexions actuellement qui font qu'on parle beaucoup du grand âge. Il y a quelques lois sur lesquelles il y a eu des travaux qui ont été menés ces 10 dernières années. J'ai participé, moi aussi, à des travaux avec les différents ministères qui ont travaillé sur ce sujet-là, je dis, même 15 dernières années. Donc, je pense que là, on commence à en reprendre un petit peu conscience. Et le fait d'avoir donc cette prise de conscience peut aussi donc permettre d'identifier des besoins et d'attendre, je pense, dans les années à venir, une croissance importante de la téléassistance en France, parce que je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a donc des évolutions de services qui vont être apportées, il y a des évolutions de technologie aussi qui pourront répondre donc, de façon beaucoup plus je dirais, réactif à tout cela. Et donc, je pense qu'il y a quand même des sujets qui pourront vraiment nous permettre de voir un déploiement de la téléassistance dans les années à venir qui sera plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une croissance qui est relativement stable et qui n'est pas très élevée, mais je pense qu'il y a donc un phénomène qui est, donc déjà, il y a un changement donc, de donneur d'ordre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la téléassistance commence à être reconnue. Donc, moi, quand j'ai commencé en 1983, personne ne savait ce que c'était, donc c'était très, très compliqué, même avec les aidants à l'époque, de faire prendre conscience de la téléassistance aux bénéficiaires. Là, maintenant, on a eu un transfert, moi, ce que j'ai appelé dans mon jargon, et j'en avais un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, un transfert générationnel qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui ont besoin de la téléassistance ou des personnes qui commencent à entrer dans la dépendance, eh bien, ont connu la téléassistance pour leurs proches il y a 25, 30, 35 ans. Donc, il y a une approche qui est différente, c'est-à-dire que l'acceptabilité se fait de façon plus simple. Donc, moi, j'ai déjà installé des matériels il y a une petite dizaine d'années chez un monsieur qui avait fait installer la téléassistance à sa maman 25 ans avant. Eh bien, là, je me suis rendu compte que l'installation posait beaucoup moins de problèmes, que l'acceptabilité était beaucoup plus réactive. Il n'y avait pas de questions comme je pouvais en avoir moi quand j'ai commencé en 1983. Pourquoi est-ce que la boîte parle? On va m'entendre, on va m'écouter, etc., etc. Donc là, on voit très très bien qu'il y a aussi donc ce changement, donc ce transfert de génération qui fait que la téléassistance maintenant, quand on fait des statistiques d'ailleurs sur les demandeurs, il y a 10-15 ans, c'était 100% des aidants qui étaient à l'origine de la demande de la téléassistance, que ce soit des aidants professionnels ou des aidants familiaux. Et là, maintenant, on constate qu'il y a une forte augmentation donc, du nombre de demandeurs qui sont directement les bénéficiaires qui commencent à entrer donc, dans la fragilité. Ce qu'on constate aussi, c'est très, très souvent des anticipations sur des retours d'hospitalisation. Donc, on voit très, très bien qu'il y a un changement donc, de donneur d'ordre, si je puis dire, qui fait que maintenant, c'est le bénéficiaire qui est de plus en plus le demandeur. Donc, je pense que ça évoluera aussi dans les années à venir. Et donc, il faudra aussi s'adapter avec la consommation donc, des personnes. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure donc, de service à la personne, et c'est vrai que moi, il y a déjà une petite dizaine d'années, je m'étais rendu compte que de par la téléassistance, il y avait bien évidemment le plus important dans la téléassistance, c'est le lien social. Donc, on sait très, très bien que 75% des alarmes sont des personnes qui ont besoin de parler un moment, de rompre un peu la solitude. Plus pendant la période Covid qu'on traverse encore, hélas, aujourd'hui, on voit très, très bien le nombre d'appels qui a explosé l'année dernière, justement sur cette période où les personnes étaient très isolées. Mais il y a aussi donc un constat de besoin de services, c'est-à-dire qu'on a maintenant pas mal d'appels en téléassistance pour demander des services à la personne, pour demander des mises en relation avec des prestataires, pour demander… Donc, on voit très, très bien aussi que la téléassistance peut être un facilitateur de mise en relation avec des prestataires qui permettront
de faire évoluer les qualités de service que l'on pourra apporter aux personnes au domicile sur des services qui n'ont pas été anticipés et pour lesquels on a besoin. Moi, j'ai constaté, et ça m'avait énormément surpris, j'avais trouvé ça super. Il y a quelques temps, j'étais sur le plateau de Serena, donc le plateau de la téléassistance d'IMA. Je fais très souvent des doubles écoutes avec les conseillers. Et il m'appelle, enfin, il y a une conseillère qui m'appelle, qui me dit: Tiens, Eric, c'est intéressant, viens là. Et en fin de compte, elle avait une abonnée au téléphone qui disait: ben voilà, je vais me faire hospitaliser, donc une hospitalisation qui était programmée, et à la sortie de l'hospitalisation, donc c'est une personne seule, je vais me retrouver chez moi, donc ce serait bien qu'on organise les repas à domicile, donc le soin, ce sera fait par le service hospitalier, par contre les repas, ça va être un petit peu compliqué, et donc la personne avait programmé ses repas à domicile, donc on avait fait une sorte de téléconciergerie, et on voit aussi que ce service peut aussi répondre à des situations, et on a de plus en plus donc des demandes de services qui sont des services pas programmés. Donc il y a beaucoup de personnes qui entrent dans la dépendance, qui ont donc des programmations donc de services qui sont déjà donc bien évidemment en place, mais on peut aussi constater donc qu'il y a ce genre d'identification et la personne naturellement a appelé sa téléassistance. Donc on voit très très bien aussi qu'il faudra s'adapter donc à ces nouveaux modes de consommation. Donc les services à la personne maintenant font partie de la consommation, je dirais tout public, mais les personnes donc fragilisées, les personnes âgées plus précisément, sont vraiment très, très attentives à ça. Et donc, j'avais trouvé ça très, très intéressant. Et on voit maintenant qu'il y a beaucoup de demandes de ce type. Là, on a travaillé donc, pendant la période Covid. C'est vrai que ça a été énormément sollicité parce que là, les personnes étaient très isolées. Il y a même une période pendant cette pandémie où on ne pouvait même pas faire intervenir les services à la personne au domicile. C'était très, très compliqué. Donc, on a bien vu qu'il y avait des choses à faire et que la téléassistance faisait maintenant partie des outils que les personnes qui en étaient équipées utilisaient, pas uniquement pour des appels au secours, je vais pas bien, etc., mais aussi pour, alors je parle de réconfort, mais le réconfort moral peut aussi venir par du réconfort de service, et on l'a très bien vu. Et cette crise qu'on traverse encore aujourd'hui est la preuve que la téléassistance a vraiment sa place dans le cadre des parcours de vie, quand les personnes entrent dans un parcours un petit peu plus compliqué, je dirais, qui est l'isolement, la solitude, la fragilité. Et donc, d'avoir cette solution 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui leur permet d'être écoutés dès qu'ils ont besoin d'exprimer un souhait quel qu'il soit, c'est quand même quelque chose qui répond vraiment à pas mal de demandes. Et je sais très très bien que ce ne sera qu'évolutif. Si je te dis que un des blocages du développement de l'assistance en France, c'est le manque de prévention, enfin la culture de manque de prévention, et qu'on va prendre la téléassistance uniquement après la chute. Tu es d'accord avec cette affirmation ou Alors, Enfin, que le manque de prévention est le blocage? Et après, la question que je te pose, en fonction de ta réponse, c'est: est-ce que tu penses que les services qui vont être développés, les nouvelles technologies, vont permettre de franchir ce plafond en fait du manque de prévention? Enfin, bref, quel est ton sentiment? là, c'est vrai que si on se rejette, si on se replonge 10 ans en arrière, j'aurais dit oui. C'était après la première chute. Et là, maintenant, il y a, alors je ne sais pas si c'est la communication, enfin, bon, on parle du cinquième risque, on parle des lois grand âge sur lesquelles les différents présidents ont parlé ces 15 dernières années, si je puis dire, oui, 15 ans. Donc, on parle beaucoup donc, de la dépendance, c'est moins. On en parle de façon un petit peu plus libre. Il n'y a pas ce côté stigmatisant. Bah oui, tout le monde vieillit, on vieillit, on vieillit, on n'a pas peur de vieillir, on vieillit. Donc, le fait d'en parler de plus en plus fait qu'il n'y a plus ce côté un petit peu, comme tu disais là juste avant, c'est vrai que la téléassistance, il y a 10 ans, c'était après la première chute, après le premier malaise, après le premier accident de vie, donc on y passait. Et là, maintenant, on voit de plus en plus de déclenchement plutôt préventif dans le cadre de l'évolution donc des parcours de vie. Ce qu'on constate très souvent, c'est donc on a de plus en plus de couples, mais c'est vrai que très très souvent c'est un couple, enfin, un foyer fragilisé, un des deux conjoints décède, et là, il y a une prise de conscience qui fait aussi effet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la première chute, il y a maintenant tout un tas de facteurs qui peuvent vraiment être déclencheurs de l'abonnement de l'assistance. Ça peut être donc le décès du couple, ça peut être très souvent aussi, on le voit très très bien, et d'ailleurs,
ces moments de l'année sont les moments où on installe le plus de nouveaux abonnés. La prévision des vacances, bon, on va partir en vacances, maman ou papa reste seul à la maison, donc on va regarder ce qu'on peut apporter. Et comme maintenant la téléassistance est assujettie à une nouvelle réglementation sur les ventes hors établissement, où l'abonnement ne peut durer qu'un mois, il y a beaucoup donc de personnes qui peuvent donc prendre la téléassistance pendant justement cette période de vacances. Donc ça avait commencé en 2003, moi, où j'avais constaté ça en fin de compte en 2003, quand il y a eu donc la première grande canicule. L'année d'après, au mois de mai, les demandes de téléassistance avaient explosé. Alors explosé, c'est tout relatif par rapport au nombre d'abonnés qu'on avait déjà à l'époque, mais à partir donc, de cette année, à partir de 2004, ça a vraiment été une période où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes d'abonnement. Donc c'était en prévision donc, de ces périodes caniculaires, puisqu'on se souvient, il y avait de mémoire 30 000 personnes âgés, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'était 30 000 qui étaient décédés donc, pendant cette période de canicule en 2003. Et donc, les années d'après, il y avait vraiment une prévention donc, des familles qui avaient été très, très attentives. Et la téléassistance avait fait partie des services qui avaient été identifiés comme étant un service plus pour pouvoir permettre donc, à la personne de passer cette période. Et on avait aussi, moi c'était plus ancien, j'avais travaillé aussi avec une agence de voyage qui avait proposé la téléassistance, donc quand il y avait des familles qui venaient et qui partaient à l'autre bout du monde, est-ce que vous avez une personne âgée, fragilisée, etc., qui pourrait bénéficier de la téléassistance? Et donc, on avait eu énormément d'abonnements à l'époque qui étaient en retour de congé, enfin, pardon, en retour de vacances. Les familles étaient rassurées, les parents étaient rassurés de savoir que les enfants étaient rassurés. Donc, il y avait cette rassurance familiale qui faisait aussi que la téléassistance était beaucoup plus acceptée. Donc, tous ces phénomènes-là font que, bien, oui, il y a une évolution donc, des identifiants qui permettent donc, de répondre aux besoins, que ce soit donc, des familles ou que ce soit des bénéficiaires. Et tout ça, ça permet donc l'évolution et la croissance du marché. Donc, c'est vrai que c'est aussi en phase avec ce qu'on constate aujourd'hui. Donc là, c'est tout à fait en phase. Si on se projette dans 5 ans, la téléassistance, tu l'imagines comment? Est-ce que c'est, j'ai provoqué, est-ce que c'est juste le cinquième wagon d'un acteur plus important que serait le car manager, d'un acteur plus important que seraient les services à domicile? Est-ce que, au contraire, est-ce que tu vois la téléassistance au cœur en fait, du système de la personne âgée à domicile? Comment est-ce que tu vois dans 5 ans, comment est-ce que tu vois la téléassistance? Je vois vraiment la téléassistance étant vraiment au cœur donc, des services que l'on peut proposer donc, enfin, par les personnes âgées, parce que c'est vrai que la téléassistance, on est sur personnes en situation de fragilité, donc ça peut être des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais parlons vraiment du cœur du sujet, les personnes âgées. Et c'est vrai que la téléassistance, c'est quand même un service qui, en fonction donc, des évolutions dont je parlais juste avant, sont vraiment en adéquation avec les besoins et l'évolution donc, des besoins qu'on va constater dans les années à venir. Et donc, avec bon, il y a quelques évolutions législatives qui peuvent être étudiées. Je pense que ça va être fait par les ministères dans les mois ou les années à venir. Donc, il va y avoir des évolutions qui permettront peut-être d'élargir la téléassistance à la médicalisation. Donc, c'est vrai qu'il y aura aussi des sujets sur lesquels il y aura des travaux à mener parce que la téléassistance doit évoluer en termes de technologie, en termes de services. Mais quand on parle de services, c'est aussi des services médicaux. Donc, on parle beaucoup des objets connectés. Donc, moi, j'ai mené quelques expérimentations déjà ces dernières années avec quelques objets connectés de santé qui permettraient de suivre des données de personnes. Mais pour le moment, la téléassistance ne permet pas de faire cela parce que la téléassistance est dans le cadre des services à la personne un peu cloisonnée, entre guillemets, dans un cadre de service qu'elle ne peut pas dépasser. Et donc, bien évidemment, la médicalisation au jour d'aujourd'hui ne fait pas partie des services qui sont proposés. Mais s'il y a des évolutions telles que je pense qu'il va y avoir dans les années à venir, c'est vrai qu'on va pouvoir commencer à entrer dans des évolutions d'offres de services liées à des technologies qui vont répondre à ces besoins. C'est vrai que moi, j'ai toujours été très, très attentif aux sportifs, parce que les sportifs, pour moi, ont vraiment toujours été des gens qui ont un petit peu anticipé les usages et tout ça. On voit très très bien que maintenant tous les sportifs sont connectés. Tous les sportifs ont une
montre connectée, alors je ne vais pas donner de marque, ont une montre connectée qui leur permet de relever leurs données, combien j'ai fait de pas, combien j'ai couru, etc., ma température, machin truc. Donc, je dirais, ces sportifs vieillissent comme tout le monde, heureusement. Et c'est vrai que eh bien, d'avoir ces habitudes de santé, ils vont les garder dans leur évolution de vie. Il faudra aussi qu'on puisse, nous, les utiliser, parce que je pense que c'est très, très important, parce que c'est vrai que d'avoir des données de santé sur des personnes qui entrent dans le grand âge, eh bien, ça peut être aussi des dispositifs qui peuvent être très préventifs, de voir qu'il y a une évolution, alors que ce soit les algorithmes qu'on récupère, la température, l'oxymétrie, etc., etc., eh bien, ce sont aussi des données qui peuvent permettre de constater une dégradation donc, de l'état de santé de la personne. Et le fait d'avoir donc, cette prise de conscience et surtout cette remontée d'informations eh bien, permet d'anticiper une aggravation de la situation de santé de la personne. Donc, ces technologies-là, aujourd'hui, ne peuvent pas être liées à la téléassistance, donc bien évidemment, il va falloir qu'il y ait une petite évolution législative. Et puis après, il y aura donc toutes ces évolutions donc, de technologies dont je parlais un petit peu en amont, qui sont les capteurs un petit peu intrusifs, que l'on peut remarquer un peu intrusifs. Moi, chez moi, j'ai une télésurveillance, j'ai une caméra qui peut être mise en action par le télésurveilleur pour qu'il puisse regarder ce qui se passe si quelqu'un entre chez moi pour fracturer ma porte. Eh bien, je me dis, j'ai passé la soixantaine, hein, je me dis, peut-être que dans 20 ans, je serai content d'avoir ma téléassistance, et puis si j'ai un problème, eh bien, ça me permettra qu'on voit ce qui se passe chez moi. Et aussi, il y a tout ce qui est l'algorithmie qui est lié aux capteurs infrarouges. Il y a des solutions qui ont d'ailleurs été développées par des industriels qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Je pense à Autonomie avec donc le programme Autonomie de télégraphique, où grâce à un algorithme sur des infrarouges, eh bien, on est capable de comprendre, de constater la dégradation du mouvement dans le lieu de vie d'une personne. Alors, il faut que ce soit une personne seule, mais enfin, déjà, c'est très important de pouvoir le faire, même sur une personne seule, de voir qu'il y a une dégradation donc, de l'activité de la personne. Et rien que de constater cette baisse d'activité, eh bien, si on arrive à en comprendre les raisons, ça peut être pris en compte, ça peut être réparé, la personne peut retrouver son activité, et encore, on retrouve une période de vie plus sereine. Et tout ça, c'est des évolutions qui, dans les années à venir, permettront aussi de s'associer donc à la médecine, aux évolutions donc de tout un tas de choses, pour permettre aux personnes de mieux vieillir. Et c'est vraiment moi ma thématique depuis que je travaille dans la téléassistance, c'est le bien vieillir à domicile, et c'est quelque chose qui pourra se faire de mieux en mieux. C'est vrai qu'on est très domicile et on parle aussi de la téléassistance avec des dispositifs pour une vie extérieure, mais bon, ça aussi, ça va évoluer. Je sais très très bien que dans les années à venir, les évolutions donc, de ces dispositifs seront de plus en plus précis. Et on pourra aussi être certain de pouvoir accompagner une personne en dehors de chez elle pour pouvoir répondre à des situations qui lui permettront aussi de mieux vivre en dehors du domicile. Mais déjà, restons sur le domicile et la téléassistance a quand même, je pense, de belles années devant elle. Et toutes ces évolutions de technologie et toutes ces évolutions donc, d'usage feront que ça répondra aux besoins. Ces nouveaux services, ces nouvelles technologies dont tu parles, pour toi, ça va permettre à des personnes de s'équiper plus jeunes qu'actuellement dans l'univers de la téléassistance ou d'équiper plus de personnes dans la tranche actuelle de la téléassistance? Je pense qu'on va rester dans l'équipement plus important dans la tranche d'âge que sur enfin, plus jeune, oui, parce que déjà, si tu veux, je parlais tout à l'heure donc de ces objets connectés qu'utilisent beaucoup les sportifs. Donc, on sait très très bien que eux regardent ça de très très près, mais c'est pas pour autant qu'ils vont rentrer dans la téléassistance. Par contre, si on regarde le pourcentage de nombre de personnes qui sont les tranches d'âge moyennes de la téléassistance en France, on voit très très bien qu'on est à peine à 5% du nombre d'équipements donc, concernant cette population. Donc c'est vrai que ce serait plus d'avoir des objets convaincants, des communications plus importantes peut-être par les différents supports de communication. Je sais qu'il y a énormément donc,
je dirais, de problématiques d'identification quand on parle de diffusion de la téléassistance. Quand j'ai commencé, donc c'était très départemental, et si on regarde à l'époque le nombre de personnes abonnées par département, c'était quand même relativement important parce que la diffusion était faite par les CCAS. À l'époque, il y avait des équipes au niveau des CCAS qui faisaient les évaluations de besoins au domicile des personnes âgées. Donc, il y avait un constat qui était relativement simple. Là, les choses ont changé. On voit très très bien que maintenant, la diffusion de la téléassistance est plus confidentielle, et c'est un petit peu dommage. Et il y a cette prise de conscience aussi qui est en cours de constat. Et je pense aussi que les mutuelles ont déjà travaillé. Il y a beaucoup de mutuelles qui commencent à proposer la téléassistance dans le cadre de leur service. Donc, c'est inclus dans les services qu'ils proposent à leurs sociétaires. Et donc, ces évolutions aussi vont faire que la téléassistance va être mieux reconnue parce qu'on va en avoir conscience quand on va signer son contrat santé avec sa mutuelle. Je ne donnerai pas de nom de mutuelle parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité, mais il y a maintenant beaucoup de mutuelles qui ont inclus donc, la téléassistance dans leur offre santé. Et donc, ce sera automatique. Après, il y a aussi, on travaille beaucoup avec la FRATA, donc l'Association française de téléassistance à laquelle j'adhère et à laquelle je suis très attentif et qui fait un super boulot. Il y a aussi donc tous les téléassisteurs regardent un petit peu en termes de communication pour bien faire connaître la téléassistance. Hervé Meunier, le président donc, de la FRATA, s'est engagé dans cette démarche depuis des années, et vraiment il y a aussi une communication qui fait que la téléassistance sera mieux connue, et le fait de mieux la connaître, eh bien, elle permettra de répondre à de plus en plus de monde qu'elle ne l'est actuellement. C'est vrai que c'est quand même relativement confidentiel, moi. Ça m'arrive de parler avec des personnes, tu connais la téléassistance? Non, c'est quoi? Je suis quand même un peu surpris, près de 40 ans plus tard, qu'il y ait encore beaucoup de monde qui connaissent peu ou pas la téléassistance, qui confondent très souvent la téléassistance et la télésurveillance. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet de communication qui, dans les années à venir, grâce d'ailleurs entre autres aux actions que mène la FRATA et que tous les opérateurs de la FRATA ont engagées ces dernières années, vont permettre donc au pays d'évoluer et de répondre à un plus grand nombre de personnes qu'elle ne le fait aujourd'hui. Mais je pense que l'âge, non, on restera quand même sur une tranche d'âge assez élevée, en sachant que l'espérance de vie s'allongeant, on répond à des périodes de vie qui sont de plus en plus longues. Donc c'est vrai que ça répond aussi à ce besoin, à l'évolution donc des besoins des personnes, et on a, je pense, devant nous de belles années pour pouvoir justement développer tout ça. Et je pense que on est, même si on est un petit peu en retard, on n'a quand même pas pris de retard sur justement ces évaluations de besoins, que ce soit en termes de services ou de techno, je vais pas revenir dessus, mais ça nous a aussi permis de bien voir quels seraient les sujets les plus importants à traiter pour pouvoir répondre vraiment à un plus grand nombre de monde possible. Et il y a donc ce constat, il est fait. Il n'y a pas de... Dernière question que j'avais, tu n'as pas parlé de la téléassistance mobile. Oui. En fait, Alors, sur une la montre, télé... un Alors, téléphone, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est la téléassistance à la base? Et est-ce que tu crois, parce que là, c'est pareil, on croyait que ça allait se développer, qu'on allait attirer des plus jeunes seniors dans la téléassistance mobile, enfin certains le pensaient, et au final, en fait, c'est très minoritaire, hein. C'est très minime comme taux de pénétration. c'est très minime comme taux de pénétration parce que bon, la téléassistance a vraiment été, entre guillemets, inventée pour permettre à des personnes qui sont à leur domicile de vivre le plus sereinement possible et d'être accompagnées sur des périodes très fragiles. Donc, on est vraiment à la téléassistance, on était parti sur le domicile au départ. De toute façon, à l'époque, la téléphonie mobile n'existait pas, donc on n'avait même pas imaginé ce que c'était. Donc après, on a vu que il y a cette prise de technologie des téléphones mobiles qui fait que bien, des personnes qui sont fragiles ont toutes maintenant un téléphone mobile, donc on en est tout à fait conscient. Et c'est vrai qu'il y a une petite dizaine d'années, il y a quelques tests qui ont été faits pour la téléassistance mobile via les téléphones mobiles. Donc c'est quelque chose qui répond et qui peut répondre tout à fait à un grand nombre de personnes. Ça, c'est vrai que je suis tout à fait conscient que ça peut répondre à beaucoup de gens qui commencent un petit peu à réduire volontairement leur activité parce que justement, elles ont peur de sortir. On a peur. Alors, je ne vais pas parler dans des zones très urbaines, mais moi, pour avoir sillonné la France en permanence pendant toute ma carrière,
j'ai vu qu'il y a des personnes, je l'ai constaté il y a 6 ou 7 ans, des personnes donc, fragiles, mais qui étaient encore en capacité de pouvoir aller faire leurs courses, sortir, etc., qui ne le faisaient pas parce qu'elles avaient peur justement de ne pas pouvoir alerter s'ils avaient un problème. Et c'est vrai que la téléassistance mobile peut vraiment répondre de façon évidente à un grand nombre de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, on est confronté à des problématiques technologiques qui font que la géolocalisation que va nous envoyer un téléphone mobile est assez aléatoire. Donc déjà, on ne va pas être certain donc, de l'endroit où se trouve la personne. Moi, j'ai déjà fait des détections donc, de téléphonie de téléassistance mobile avec des smartphones ou avec des téléphones où vraiment la géolocalisation, j'étais carrément à l'opposé du quartier dans lequel j'avais déclenché l'alarme. Parce qu'il y a des résonances qui font que quand on est... il y a différentes modalités de diffusion de l'onde, mais on a un problème. Quand on a aussi un déclenchement dans un immeuble de 7 étages, eh bien, on ne va pas savoir si on est au premier, au troisième, au cinquième, puisque les données qui sont communiquées sur les... C'est le GPS. Voilà, c'est très, très aléatoire encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je suis persuadé que ça peut répondre aux besoins d'un grand nombre de personnes et qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à passer à la téléassistance et ça permettrait de passer le premier cap. D'ailleurs, il y a une chose, moi, que j'ai constatée ces dernières années, c'est beaucoup de personnes qui prenaient la téléassistance mobile. Donc, elles trouvaient ce côté un petit peu déstigmatisant parce que le problème de la téléassistance, ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a ce côté très stigmatisant. Et là, c'est moins stigmatisant de prendre un smartphone ou un téléphone mobile parce que bon, c'est vrai que c'est rarement les smartphones qui font de la téléassistance mobile aujourd'hui, sont plutôt des téléphones encore, plutôt des téléphones classiques. Donc, mais c'est moins stigmatisant. Donc, on y va plus facilement, sauf que les personnes se rendent compte que ça ne va pas. Et donc, des personnes qui avaient pris la téléassistance mobile pour passer, je dirais, la première étape, sont venues très, très rapidement à la téléassistance domiciliaire. Donc, moi, j'ai vu aussi ce constat de personnes qui ont franchi le cap. On va à la téléassistance, mais grâce au mobile, on ne montre pas trop qu'on est vieux. Je parle de ça parce que quand j'ai commencé, je disais que je faisais les installations. Lors des premières installations, j'ai vu que les personnes hésitaient à prendre la télécommande qu'on portait autour du cou à l'époque. Il n'y avait pas les bracelets, c'est uniquement des pendentifs. Et quand je voyais des personnes très hésitantes, je revenais systématiquement une petite semaine après et je voyais 9 fois sur 10 que les personnes avaient planqué la télécommande dans un coin de la chambre ou de la maison, elles ne l'avaient pas sur elles. Donc, j'avais compris que la téléassistance était stigmatisante, mais elle l'est encore aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que cette solution permet donc non seulement de déstigmatiser la téléassistance, mais aussi de répondre à des besoins. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de personnes qui ont besoin, qui ont encore envie d'être actives, mais qui hésitent un petit peu. Et la téléassistance mobile peut être une solution qui répondrait donc à ces situations-là. Mais au jour d'aujourd'hui, alors, ça fonctionne, les opérateurs la proposent, mais on a toujours cette petite, je dirais, cette attention donc, sur la géolocalisation. Et je pense que ce sont des choses qui vont évoluer, bien évidemment, et ces évolutions donc, permettront de proposer un service qui sera vraiment en phase. Et tout à l'heure, je parlais des sportifs avec leur montre connectée. On sait très, très bien qu'une montre connectée peut être géolocalisée. Et donc, ça peut aussi répondre à tous ces objets connectés qui, dans les années à venir, avec des évolutions de réglementation, comme j'en parlais tout à l'heure, eh bien, pourront répondre à tout un tas de cas de figure, donc, de constats et de besoins. Et puis voilà, donc on aura vraiment réponse à tout. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour ce grand échange. Eric Arnoux, je rappelle que tu es responsable développement de l'assistance chez Intermutuel Assistance. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt.